Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous les amoureux des Verts et bienvenue pour un nouveau podcast Tamponné Green Prospect sur la formation. Aujourd'hui, je suis avec l'ami Sylvain pour faire le bilan du centre sur cette saison 2022-2023. Au programme, aujourd'hui, on va vous faire un petit tour d'horizon des trois équipes du centre de formation, U17, U19 et National 3. On va vous faire un petit bilan de la saison, des joueurs performants ou des coups de cœur comme on les appelle. On va vous parler de nos impressions pour la saison prochaine. Bonjour à tous, Eric, je suis ravi une nouvelle fois de faire ce petit entretien de manière à un peu mettre en avant la formation stéphanoise. Voilà, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec toi, donc j'ai hâte de débriefer cette saison qui a été riche en événements. Avec plaisir. Bon, du coup, j'enchaîne direct sur la saison de la Nationale 3, entraînée par Razik Neder. La N3 était dans la poule Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a terminé troisième, derrière quand même deux ogres dans la Nationale 3. La poule Auvergne-Rhône-Alpes est considérée comme une des plus difficiles en France. Donc en termes de points, la Nationale 3 de Saint-Etienne est avec 47 points. Elle arrive derrière Dijon et Toulouse qui ont 48 et 50 points. Et Lens et Valenciennes ont également 47 points. Elle est la deuxième attaque de sa poule, troisième défense. En différence de but, on a plus 21. Seulement Pau, Dijon qui ont plus 24, Lens qui a plus 34 et Sochaux qui a plus 38 qui font mieux. Côté statistique, le meilleur buteur est Abdoulaye Sidibé avec 6 buts. Othman arrive en second avec 5. Et ensuite, il y a Sherfal, Mathis Saban et Edmilson Correa qui ont 4 buts chacun. En termes tactiques, Razik Neder a un positionnement dans sa composition qui est proche du schéma de jeu de Laurent Batles, mais une animation différente. Forcément, il a pas les mêmes joueurs. Euh, Petite particularité, Beres Obouzou était le seul défenseur central de métier tout au long de la saison. On a beaucoup joué avec Maïga, avec Namri en défense centrale, alors que c'est pas forcément des défenseurs centraux. On peut aussi ajouter qu'on a pas mal joué aussi avec Djilé et Ahmed Sidibé. Djilé qui est plutôt un arrière droit de formation et Ahmed Sidibé qui est avant tout un milieu défensif, un milieu relayeur qui est de plus en plus utilisé comme défenseur axial gauche et qui tend dans les saisons à venir à jouer plutôt dans ce poste-là où il est d'ailleurs très apprécié et ses performances sont très appréciées. Oui, c'est vrai que au milieu de terrain, l'horizon est un peu bouché et en défense centrale, on manque un peu de joueurs. Donc, Neder a tenté le pari et c'est vrai que c'est pas déconnant. Il est pas mauvais. Il fait des C'est vrai, prestations très correctes. c'est vrai. Euh, En attaque, Léry, comme vous le savez, a été blessé une bonne partie de la saison. Donc, on a joué beaucoup avec Correa ou Saban en neuf, ce qui correspond pas non plus forcément. Enfin, c'est pas forcément la facilité pour Neder parce qu'il n'avait pas de neuf titulaires tout au long de la saison. Mouton était avec l'équipe première sur une bonne partie de la saison également. Euh, Au niveau des résultats sur 2023, la réserve, c'est 8 victoires en 13 matchs, 29 buts marqués. Donc, je considère que c'est important de rappeler que la N3 à Saint-Étienne n'a pas pour objectif de fournir en quantité les pros, mais plutôt en qualité. On va pas sortir 4 à 5 joueurs par saison. Par contre, l'idée, c'est plutôt de sortir de temps en temps comme on dit, un crack, mais c'est un abus de langage, un joueur qui aura dans l'idée un destin loin de Saint-Étienne, qui va pouvoir rapporter des liquidités et qui va pouvoir être performant avec l'équipe première très très vite. On l'a vu avec Fofana, Saliba, Gourna ces dernières années. Donc, Malheureusement, ce que tu racontes, c'est un des gros problèmes de la formation, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de sortir des joueurs qui intègrent le groupe professionnel, qui commencent à performer avec le groupe Ligue 2 et au moment où ils commencent à produire des prestations et des performances qui sont des réelles plus-values pour l'effectif et qui a plus comment dire, les erreurs, les étourdissements de jeunesse, c'est à ce moment-là qu'on les vend et c'est d'autres clubs qui profitent de nos joueurs. Donc ça, c'est vrai que c'est un véritable problème, mais au regard de la conjoncture actuelle et des difficultés financières auxquelles on fait face,
c'est une obligation malheureusement pour nous. Et j'espère qu'à terme, on sera capable, dans les années à venir, de résoudre ce problème-là et de pouvoir véritablement profiter des jeunes que nous formons. C'est ça, parce que pour l'instant, on n'a aucun argument pour garder les jeunes. En soi, le projet sportif est légèrement bancal, même si là c'est mieux ces derniers mois. Et financièrement, on n'a pas les moyens de les garder non plus. Donc, enfin, ce sont des joueurs qui, en général, quand ils ont un très bon potentiel, dépassent pas les 2 saisons chez nous. Ce qui est un peu Ouais, triste. c'est ce qui est terrible. Ouais. Et en même temps, il y en a d'autres qui sont très talentueux et qui plafonnent. Ouais. Aujourd'hui, quand tu vois certains joueurs du groupe, notamment chez les 2002, il y a des joueurs, tu as évoqué notamment Abdoulaye Sidibé, on peut penser aussi à Mathis Saban, bon, Yanis Léry avec une saison difficile, mais c'est des garçons qui, pour le moment, ont un peu de mal à faire le cap. Donc, reste à savoir si des prêts seront envisagés ou comment le club va gérer ces garçons-là, mais je pense que c'est nécessaire peut-être qu'ils aillent s'aguerrir à un niveau inférieur de la Ligue 2 parce que la marche est trop haute pour le moment en Ligue 2 et qu'ils puissent revenir comme l'a fait par exemple Rivera et savoir s'ils peuvent jouer en Ligue 2 à terme ou pas, voire mieux si ça se passe bien pour eux. Oui, voilà, c'est ça. C'est que l'objectif pour la N3, c'est de faire une transition vers l'équipe professionnelle. Mais la vérité, c'est que tous les joueurs sont pas capables de sauter 3 divisions d'un coup. Et, et le problème principal qu'on a depuis quelques années, c'est cette espèce de réticence qu'a le club à prêter des joueurs. Parce qu'on le voit, Une enfin, difficulté, je ne sais pas si c'est véritablement une réticence, c'est peut-être aussi une difficulté. Et je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver entre les projets qui sont proposés aux joueurs et aussi la compétitivité du groupe réserve. Il y a quand même un équilibre à trouver dans ce domaine-là. Tu peux pas prêter 5, 6 joueurs du groupe réserve. Le groupe réserve a quand même besoin d'une colonne vertébrale qui est plus ou moins solide, d'autant plus qu'on a bien vu cette saison que le groupe réserve n'est quasiment jamais renforcé par des joueurs de l'effectif professionnel, hein. Et pourtant, certains n'ont pas beaucoup joué en deuxième partie de saison, comme Pintor, comme Pavlovic, comme Giraudon, ils n'ont jamais joué en deuxième partie de saison. Pour autant, ils ont fait un match pour Pintor et Pavlovic et Giraudon, il n'y est jamais allé, par exemple, ou Nadé n'y est jamais allé, par exemple. Donc, il faut quand même garder une base jeune qui permet de garder une certaine compétitivité, mais il faut aussi trouver à un certain moment des portes de sortie, comme ça a été le cas pour Rivera ou Bakayoko cette saison, malheureusement avec des fortunes diverses. oui, surtout qu'en plus, enfin, c'est vrai que je me rappelle notamment au tout début de saison, des fois on se retrouvait avec Jules Mouton et Djibril Sahraoui au milieu de terrain. Enfin, les deux avaient 17 ans, c'était léger, quoi. C'est vrai qu'on commence la saison avec ces deux garçons-là. Après, il y a quand même eu le développement assez rapide de Cherfal et qui a même fini, comme tout le monde l'a pu le constater, contre Valenciennes la saison avec les professionnels. C'est une véritable trouvaille. Il y a eu aussi le développement de Mathis Amougou qui a pris de plus en plus de place dans cet effectif-là. Gauthier a eu de plus en plus de temps de jeu en deuxième partie de saison, notamment quand les blessures de la première partie de saison l'ont laissé tranquille. Et puis on a eu aussi sur les 7 dernières rencontres le, l'apparition de Karim Cissé après des mois et des années de galère depuis qu'il est arrivé. Alors, moi, j'avais mis Mathis Amougou qui paraît indéboulonnable, parce que c'est un joueur qui est monté très très vite, qui a donné satisfaction en 17, puis en 19. C'est un joueur, pour l'avoir vu jouer et en N3 et avec l'équipe de France U17, enfin, c'est surtout le cas en équipe de France U17, c'est un joueur qui surnage carrément. C'est assez impressionnant de voir la facilité qu'il a, la capacité qu'il a à prendre l'information, la rapidité d'exécution qu'il a dans ses gestes. On a l'impression qu'il est déjà, pourtant physiquement, il paraît pas plus en avance que les autres, mais dans sa tête, il est très très en avance. Je pense que tu seras d'accord avec moi sur le fait que il va commencer la saison N3 l'année prochaine titulaire. Peut-être même plus. Peut-être Oui, même voilà, plus, hein. Il est, c'est ce il que est, j'avais. il est fort à parier qu'il va faire la préparation avec les pros. Je ne sais pas s'il jouera des bouts de match amicaux avec les professionnels, mais il commencera la saison avec le groupe professionnel. C'est en tout cas ce qui lui a été promis lors de la signature de son contrat professionnel
C'est en tout cas ce qui a été promis. Ouais. Après, oui, voilà, c'est que, enfin, je pense que si ses performances sont suffisantes, il aura une place sans doute sur le banc à Saint-Étienne. Après, de là à ce qu'ils prennent une place totale dans la rotation, vu que Batles c'est vraiment dans l'idée de monter l'année prochaine, je sais pas si il osera, s'il prendra le risque de mettre un jeune de 17 ans titulaire, mais dans tous les cas, c'est un joueur qui, dans les années à venir, va prendre sa place dans l'effectif. Enfin, C'est il y a sûr. aucun doute là-dessus. À moins qu'une grosse, à moins qu'une grosse blessure vienne vraiment perturber Oui, sa progression, mais sinon c'est certain, c'est certain. Après il faudra doser quand même, faudra doser. Il faut que les jeunes ils aient du temps de jeu. Je pense que on peut parler du cas Imen Aiki par exemple, mais il a souffert du manque de temps de jeu, de ne jamais avoir été véritablement en rythme et d'être régulièrement en manque de rythme par manque de minutes. Sa saison ouais. globale, elle est décevante malgré une bonne fin d'année. Mais c'est là où on se rend compte qu'il faut quand même trouver le juste milieu et que les garçons jouent. Donc voilà, Louis Mouton, par exemple, a joué quand même pas mal en deuxième partie de saison avec le groupe réserve. Ils ont besoin de jouer pour garder du rythme et continuer leur progression parce que c'est loin d'être des produits finis, tous ces jeunes garçons-là. En second, j'ai mis justement Djibril Sarawi. Alors, volontairement, j'ai laissé de côté et Cherfal et Karim Sissé, parce que je pense que ce sont tes Merci. joueurs. Mais moi, j'ai mis Djibril Sarawi parce que même s'il a quasiment pas joué sur la deuxième partie de saison, c'est un garçon que j'ai trouvé très intéressant, malgré les difficultés qu'il a pu avoir en début de saison. Parce que justement, enfin, la début de saison de la N3 était un peu compliqué. Et pour autant, c'est un joueur qui, dans ce positionnement de 8 assez en retrait, il était souvent au double pivot. C'est un joueur qui était intéressant justement dans la relance, qui était intéressant pour aérer, qui était pas du tout avare d'efforts et qui avait vraiment une bonne vision du jeu. Alors, à voir comment sa progression a été freinée par ses blessures, mais moi je pense que c'est un joueur qui, au vu du fait que l'année prochaine, il y a pas mal de jeunes justement au milieu qui vont faire un peu le yo-yo entre l'équipe pro et la réserve. Je pense que c'est un joueur qui peut saisir sa chance pour devenir titulaire et vraiment être intéressant parce que, en plus, je trouve que Neder l'utilise assez bien dans son schéma de jeu. Et puis, il a progressé à une vitesse impressionnante lors des 6 premiers mois. C'est un garçon quand même qui fait l'intégralité de la saison en 17 la saison dernière, qui est quasiment jamais surclassé en 19. Et puis cette saison, en fait, il commence la saison en N3 et il signe professionnel en novembre, donc ça va super vite. Et voilà, c'est un joueur de qualité, c'est un footballeur, pied droit, pied gauche, très élégant, à suivre, à suivre. Mais la concurrence, comme tu l'as justement dit, elle sera très forte au milieu, puisque je vais embrayer moi aussi, et je vais parler donc de Cherfal. Cherfal, donc, qui n'est toujours pas professionnel, contrairement à Mougou et à, et à Sarawi, mais je pense que ça ne saurait tarder. C'est un garçon, pour moi, qui est ultra complet dans un rôle de relayeur, qui est capable de marquer des buts, qui a un excellent jeu de passe, qui est très propre techniquement, qui a un volume, qui a de la puissance. Il a vraiment une, un bagage très complet. Je le vois aller vraiment au haut niveau. Et quand je dis au haut niveau, c'est pas simplement en Ligue 2, c'est que je pense que c'est un joueur qui à terme pourra jouer largement en Ligue 1. Donc voilà, c'est son évolution cette saison quand tu sais que c'est un garçon qui a fait toute sa formation au Sénégal, dans son pays natal, et qui arrive en France loin de sa famille pour la première fois à 18 ans. L'intégration, l'adaptation, les performances, la compréhension, waouh, c'est assez bluffant. Sincèrement, c'est vraiment moi le joueur qui m'a le plus impressionné cette saison en réserve, mais de loin. Pour moi, c'est incontestable. Il est passé du petit nouveau à la pièce maîtresse de cet effectif et c'est vraiment impressionnant. Moi, ce qui m'impressionne chez lui, c'est vraiment le fait que c'est un mec sur lequel on peut compter. Enfin, je veux dire, et dans un match et sur toute la saison, il a été ultra régulier. Il est très sérieux, il est très appliqué. Enfin, je veux dire, dans tout ce qu'il fait, il est toujours très juste. Ça se voit qu'il a l'air d'avoir la tête sur les épaules sur le terrain et en dehors. Je pense que c'est un joueur qui est très professionnel et à cet âge-là, c'est quand même, enfin, c'est quand même à dénoter parce que peut souvent y avoir des errances et qu'un joueur
s'acclimate à la France parce que comme tu l'as dit, il a toujours vécu au Sénégal, s'acclimate à la France et soit aussi sérieux et appliqué en si peu de temps et à cet âge-là, je trouve que c'est d'autant plus impressionnant et ça dénote vraiment un sérieux. Et, enfin, comme on le sait, hein, le travail, le professionnalisme, c'est quand même ce sont quand même les éléments les plus importants pour arriver au niveau professionnel. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et le deuxième garçon que je voulais parler assez rapidement, c'est Karim Cissé. En fait, bon, c'est une situation assez particulière. Il a pu simplement jouer les 7 dernières rencontres de la saison. Sur les 7 dernières rencontres de la saison, la réserve, ils ont fait 6 victoires et un nul. Il est sur 3 buts, 3 passes décisives et un penalty obtenu. Donc ça place quand même la barre de ses performances sur 7 matchs. C'est un garçon qui a des fulgurances. Il est profilé un peu comme un Pascal Fainduno avec des premiers appuis très rapides, capable de coups d'éclair, de magie. Donc ouais, c'est vraiment un profil intéressant qui sera aussi à surveiller il a fait quelques entraînements avec les pros en fin de saison justement. Oui, 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 c'est ça. Et puis, enfin, faut rappeler aussi que quand il est arrivé il y a 3 ans au club, il avait déjà joué avec la réserve en préparation. Donc, c'est un joueur qui a toujours été très prometteur. Enfin, il est très agile. Enfin, moi, c'est un de mes chouchous. Donc, je vais pas être objectif, mais voilà, c'est un très beau joueur. On va juste se projeter un petit peu sur la saison prochaine. Donc, juste au niveau des départs, on a les départs de Anas Namri, de Valentin Senatiempo, le gardien, de Lucas Kaloda, de Edwilson Correa, de Baptiste Gabbard, de Nabil Ouenas, même si celui-là n'est pas encore officiel, mais bon, un au peuple vert, il va partir. Et enfin, de Abbas Maïga. Au niveau des arrivées, on peut déjà vous dire qu'il y a 2 gardiens qui arrivent. Noah Delacroix qui arrive en provenance de Versailles. Voilà, c'est un gardien qui est annoncé très prometteur, qui joue en U18 à Versailles cette saison dans la région parisienne. Et un deuxième gardien qui s'appelle Issiaka Touré, qui était au centre de formation à Toulouse, qui n'a pas été conservé à cause d'une forte concurrence, mais qui est apparemment un gardien intéressant d'1,95 m. Et voilà, ce seront les probables 2 gardiens de la saison prochaine pour la réserve. Voilà. Oui, c'est vrai que, enfin, il fallait des gardiens parce que les départs de nos gardiens se font nombreux. Mais après, ce qui est rassurant, c'est que dans tous les joueurs qui partent, à part Nabil Ouenas, aucun n'est titulaire dans l'équipe de Neder. Donc, il devrait rester sur une espèce de régularité pour la saison prochaine. Donc les 19 de Jean-Luc Dogon, donc, qui partira à la fin de saison et qui sera donc remplacé par coach Moreau qui avait les 17 cette saison, ont réalisé globalement une saison assez moyenne avec une 6e place au compteur. Ils ont pourtant joué avec un effectif assez mature, avec de nombreux 2004, mais ils ont terminé à 12 points des playoffs. Donc pour rappel, les playoffs, c'est les 2 premières places qui permettent de faire un championnat entre les deux équipes qui finissent premières de leur poule dans les 4 catégories U19 nationaux. L'aventure Gambardella aura aussi été un échec puisque la SSE s'est fait sortir contre le finaliste de l'édition Clermont au penalty dès le premier tour. Voilà, c'est globalement une saison assez décevante. Ils finissent avec 38 points, 10 victoires, 8 nuls, 8 défaites. Au niveau des buteurs, Abderraouf Guéchi finit meilleur buteur de cette équipe avec 6 buts seulement. Quand on se rappelle que l'année dernière, Djibril Othman en avait mis au moins 15, ça place un peu la différence entre la saison dernière et cette saison. Voilà, c'est globalement une saison qui restera pas dans les annales et pour lequel euh, il faudra faire mieux la saison prochaine. Ouais, c'est d'autant plus décevant en plus que justement la génération 2004 et 2005 sont des bonnes générations. C'est pas un creux comme on a pu avoir avec la génération 2003 par exemple. Donc ouais, je trouve que et dans le jeu et dans les résultats, la saison est très moyenne avec vraiment une deuxième partie de saison où enfin ils ont tout lâché. Les résultats sur la deuxième partie de saison sont assez catastrophiques. Donc c'est un peu dommage parce que ce sont des joueurs dans lesquels on plaçait certains espoirs, ce sont des joueurs de la génération 2004 qui sont censés passer avec la réserve l'année prochaine. Donc à voir. Exact, exact. Après, il y a quand même je crois qu'on est d'accord sur les 3 qu'on a choisis, il y a quand même 3 satisfactions, 3 joueurs
qu'on veut suivre entre guillemets sur la saison prochaine. Le premier, c'est le gardien Matteo Mbosivier, international U16 de l'équipe de France. C'est un gardien qui est pas forcément très grand en taille, mais qui va très très vite, que ce soit au sol, dans les sorties. C'est un gaucher avec un très très bon pied qui a joué la majorité de la saison en U19 alors qu'il est U16, donc il est doublement surclassé. C'est un gardien dans lequel le club place pas mal d'espoir, même si sa taille pourrait être à terme un frein potentiel à l'accession au très haut niveau. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur notre gardien que tu apprécies beaucoup, je sais aussi. Ouais. Bah justement, déjà, il faut savoir que du coup, oui, c'est un 2007, donc sa croissance n'est pas encore finie, mais justement, je trouve qu'il compense assez bien physiquement enfin, il compense assez bien sa petite taille entre guillemets par le fait il a une détente qui est quand même pas déconnante. Enfin, il a une vraie bonne détente, il a une vraie bonne lecture du jeu, une bonne anticipation, ce qui lui permet quand même d'être assez agile dans ses cages. C'est un gardien qui est profil gardien moderne, très bonne relance, qui participe beaucoup au jeu, qui parle aussi beaucoup à ses coéquipiers alors qu'il est relativement jeune, donc il a déjà le caractère pour. Euh, ouais, c'est vraiment une belle satisfaction et c'est une bonne surprise. Exact, exact. Ensuite, le deuxième qu'on voulait mettre en avant, c'est Mayvin Agesilas, ailier, droitier percutant, très très bon dribbleur, qui a effectué autant des matchs en U19 cette saison qu'en U17. Il a un peu alterné entre les deux groupes. Voilà, c'est un joueur qui a été international en équipe de France U17. C'est un garçon qui est très prometteur, qui est profilé, qui a un profil très intéressant, qui est encore brut, notamment sur différents aspects de son jeu, mais qui dispose de qualités qui pourraient l'emmener au niveau, à mon sens. Ouais, c'est un joueur qui est assez fantasque. Voilà, c'est football plaisir. Ça peut avoir ses limites tactiquement, euh, mais c'est un joueur enfin, il est tellement fort qu'il est capable de faire la différence dans n'importe quelle situation, balle au pied, et même par ses appels, parce que c'est un joueur qui est très percutant, qui est très rapide. Donc, comme tu le dis, un diamant brut, un joueur à polir, mais qui a des vraies qualités sur le terrain, qui était, enfin, c'est un 2006, et pour autant, comment dire, il était très sérieux en U19. Il est même aux portes de la N3, donc ouais, c'est un gros potentiel aussi pour les années à venir. Exact. Je te laisse présenter le troisième. Ouais, Kenzo Kies, bon, c'est aussi un de mes chouchous. C'est un joueur qui est 2005, qui a quasiment pas joué sur la deuxième partie de saison, mais qui avait fait avant ça quelques entrées en National 3. Donc c'est un ailier droit qui peut jouer milieu offensif aussi. C'est un joueur qui est assez percutant, assez rapide aussi, mais surtout très intelligent, je trouve. Voilà, je me rappelle avoir fait l'interview d'un de ses formateurs plus jeunes qui disait que c'est le genre de joueur que tu peux mettre partout sur le terrain et qui va répondre présent et qui va être performant. Donc, c'est un joueur qui est capable de faire des coups d'éclat assez impressionnants. Il a marqué de très beaux buts avec la N3. C'est aussi un joueur qui paye pas de mine, qui fait pas parler de lui, mais qui devrait avoir, je pense, une place importante au vu des départs en N3, qui devrait avoir une place importante en attaque l'année prochaine. Je pense qu'à terme, je le vois évoluer dans un rôle de piston droit notamment, parce que c'est un joueur quand même euh, plutôt de couloir, c'est un avaleur d'espace, c'est un joueur qui va vite en plus. C'est Ouais. euh, c'est un garçon qui a vu sa saison complètement gâchée par les blessures, mais les peu de fois où on l'a vu, il a été buteur en U19, il a été buteur en N3. Voilà, c'est vraiment un garçon intéressant. D'ailleurs, le club, malgré ses récurrentes blessures, ont prolongé leur confiance en le gardant à la fin de son contrat aspirant et en lui offrant 2 ans supplémentaires stagiaire professionnel. Voilà. On va enchaîner avec les U17. Donc Ouais. les U17, ça a été une saison très irrégulière
avec une première partie de saison quasiment parfaite. C'est véritablement en seconde partie de saison que l'équipe s'est effondrée avec seulement 6 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Voilà, c'est dommage parce que après toute la phase aller, ils étaient premiers avec 9 points d'avance et au final, ils finissent troisième à 13 points de Nice qui finit premier. Donc vraiment, la deuxième partie de saison a été bien en dessous au niveau des résultats. Ça a des explications, ça s'explique aussi par un groupe bien plus jeune qui a été utilisé en deuxième partie de saison avec beaucoup de joueurs qui étaient amenés à préparer la saison prochaine. Des joueurs qui découvraient le niveau U17 nationaux. Donc voilà, on a commencé à préparer la saison prochaine. On a certains joueurs qui ont basculé aussi avec le groupe U19. Je pense notamment à Enzo Maïla qui a marqué beaucoup, beaucoup de buts en première partie de saison et qui faisait de grandes différences dans cette équipe-là. Voilà, c'est une équipe qui a utilisé un nombre impressionnant de joueurs. Ils ont même surclassé des joueurs qui étaient en 2008, notamment le buteur Gillian Nguessan, qui lui a beaucoup, beaucoup joué, qui était doublement surclassé et qui s'est offert le luxe de marquer 10 buts cette saison avec ce groupe-là. Mais il y a aussi eu le gardien Maël Mas et le milieu de terrain Paul Aymar qui seront à surveiller la saison prochaine puisqu'ils intègrent définitivement le centre de formation en U16 et qui présentent des potentiels assez intéressants. Au niveau des 2007, il y a 13 joueurs qui ont été surclassés. Donc Ben Tiba, Prudhomme, Ruiz, Gadek, Beku, Boukadida, Ben Rahem, El Jamali, Meite, Camara, Depal, Dodot, Tatuska et donc Ungbo Sivier qui a même eu le luxe de jouer en U19 lui. Donc ça montre vraiment la volonté de coach Moreau de jouer jeune, de préparer les générations à venir et surtout de préparer la saison prochaine. Pour rappel, il récupère les U19 nationaux, donc il aura un œil très avisé sur les joueurs qu'il aura puisqu'il les a connus quasiment toute cette saison. Voilà, c'est coach Dugan qui va récupérer les 17 et qui va avoir un groupe qui a déjà connu plusieurs matchs de U17 nationaux en fin de saison et qui voudra surfer justement, j'imagine, sur cette dynamique pour pourquoi pas accrocher une place en play-off. Ce serait très bien pour les jeunes et pour le club. Oui, 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 puis enfin, il y a aussi, comme on l'a dit, hein, il y a aussi le fait que Mathis Amougou, qui était pièce maîtresse, est monté rapidement avec les 19, puis avec la N3. Je pense que son absence leur a manqué aussi. Après, enfin, c'est aussi ce qu'on disait par rapport à la N3. Il y a une volonté dans le club de surclasser, de faire monter le plus vite possible les joueurs avec des potentiels intéressants qui font des performances intéressantes. C'est tout à leur honneur, hein. Voilà, remporter le championnat de U17 nationaux, ça a peu d'intérêt. Par contre, fournir à terme l'effectif professionnel et dégager des joueurs qui peuvent aller au très haut niveau, c'est l'intérêt de la formation, c'est l'intérêt des éducateurs qui sont là, qui sont des formateurs, qui sont pas des mecs qui doivent obtenir absolument des résultats. L'objectif, c'est de former les joueurs de demain, de les faire évoluer, de les essayer dans différents contextes, dans différents postes et de faire d'eux les meilleurs joueurs possibles pour qu'à terme, ils puissent alimenter cette équipe première. Au niveau des coups de cœur, il y a pas mal de joueurs qu'on pourrait citer comme coups de cœur qui ont eu des prestations intéressantes. Le premier qui me vient à l'esprit, donc c'est Nadir El Jamali, dont j'aime beaucoup le profil. Il est arrivé cette saison en provenance du Blanc-Ménil. Il a fait 2 ans au Pôle Espoir de Clairefontaine. C'est un garçon qui joue milieu offensif gaucher, avec des très très belles qualités techniques, un joueur longiligne avec un super pied gauche. Voilà, il est très intéressant. Il a malheureusement été blessé toute la première partie de saison, mais sa reprise depuis janvier, c'est très très intéressant ce qu'il produit et ça sera vraiment un garçon à surveiller, je pense, la saison prochaine en U17 nationaux et peut-être même en U19 s'il vient à performer comme il a su le faire lors des derniers matchs de la saison. Il y a un deuxième garçon aussi qui me plaît bien dans cet effectif-là. Il est assez, comment dire, il est très intelligent. Il s'appelle Luan Gadekbeku.
Il est très intelligent. C'est un garçon qui évolue au poste de milieu de terrain dans un registre un peu de meneur de jeu reculé. Voilà, c'est un garçon qui gaucher également avec une palette technique jeu court, jeu long très très intéressante. Il est international U16 français. Il est vraiment assez impressionnant dans les volumes de course, dans la justesse technique, dans l'intelligence de placement, dans l'anticipation. C'est vraiment des joueurs qui respirent le football, qui sentent les choses et c'est vraiment agréable de voir les profils qui se dégagent de cette génération 2007 parce qu'il y a vraiment des profils qui sont très variés et qui peuvent à terme vraiment être intéressants pour notre club et pour l'AS Saint-Étienne. Oui, d'ailleurs, je rebondis sur Loan Gadebécu. Quand je l'avais regardé jouer avec l'équipe de France U16, j'avais été vraiment impressionné, comme tu disais, par son jeu de passe. Enfin, c'est un joueur qui non seulement était très juste techniquement, mais était très juste aussi dans ses choix euh, par rapport à son rôle de meneur de jeu. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que on a tendance à louer et les qualités techniques ou les qualités physiques des joueurs et à parfois un peu oublier leur intelligence de jeu. Et là, pour le coup, c'est un joueur qui est très intelligent. Totalement, totalement. Et en plus de ça, c'est un joueur à la mentalité exemplaire. C'est un joueur bosseur, travailleur, intelligent, qui fait pas de bruit, voilà, comme peut l'être par exemple Mathis Amougou en termes d'état d'esprit. Donc forcément, avec cet état d'esprit-là, avec cette volonté de travailler, ça peut à terme devenir très très intéressant. Voilà, écoute, je crois qu'on a fait le tour du bilan de la saison. On a quand même, en termes de projection, une génération 2008 qui arrive la saison prochaine, avec des garçons qui ont goûté pas mal au U16 avec le groupe de Kevin de Jésus. Je pense notamment à Maël Mas, à Sonny Ivars, à Paul Aymar, à Tom Teyol, qui sont des garçons un peu qui ont pointé le bout du nez en U16, qui vont tenter de faire des apparitions en U17 nationaux la saison prochaine. Et voilà, je pense que la formation stéphanoise se porte plutôt bien. Je pense qu'il y a dans les années à venir des garçons qui vont nourrir cet effectif professionnel. Je pense qu'on a des éducateurs qui globalement bossent bien aussi et qui font leur maximum pour atteindre les meilleurs objectifs possibles, notamment en jouant très jeune et en ayant des prises de risques importantes sur certains choix de joueurs. Donc voilà, j'ai hâte de voir comment va se goupiller la saison prochaine. Oui, et puis ça me paraît important de répéter ce que tu as dit tout à l'heure. Les formateurs, Razik Neder y compris, hein, ne sont pas là pour avoir des résultats et un palmarès. Ils sont vraiment là pour former les joueurs en direction de l'équipe première, parce que c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui reprochent avec plus ou moins de véhémence hein, le fait que la réserve ne soit que en N3 et ne monte pas en N2. Déjà, c'est une division qui est très compliquée. Et en plus de ça, l'objectif, c'est vraiment de former les joueurs et de former les hommes et pas de construire un palmarès et d'évoluer au plus haut niveau possible. Tout à fait. Et puis quand tu vois ce qui se passe dans les autres réserves des autres clubs professionnels, voilà, quand on voit que Oui, le Paris Saint-Germain descend en Régional 1 avec sa réserve, quand on voit que l'Olympique Lyonnais, qui est soi-disant une référence, soi-disant, c'est pas soi-disant, hein, qui est une référence, descend en National 3 comme la SSE, Rennes, qui est pour moi peut-être le plus grand centre de formation français, qui descend également en National 3. Voilà, il faut se comparer avec les autres équipes réserve des autres clubs professionnels, faire un peu un état des lieux, voir combien de joueurs on est capable de sortir sur les générations et combien arrivent à performer et à perdurer dans le football de haut niveau. Et puis voilà, et puis de toute façon la formation c'est un travail de longue haleine et il faut faire preuve de patience, même si quelquefois on aimerait que notre réserve évolue en National 2, joue les premiers rôles et qu'on ait sur chaque génération 4-5 joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Mais malheureusement c'est pas aussi simple que ça. ouais, c'est très juste. Et puis oui, faut aussi rappeler que ce sont des joueurs qui sont très jeunes, il faut aussi rappeler que ce sont des êtres humains, qu'il y a des erreurs, il y a des difficultés. La situation du club à tous les étages, elle est plus ou moins compliquée. Donc c'est vrai que le centre de formation s'en sort pas trop mal dans toute cette situation.
Euh, je pense que c'est une des grosses satisfactions. Alors, ça paraît peut-être pas pour les gens qui sont des observateurs extérieurs et qui suivent pas trop, mais c'est vrai que malgré, comme on le disait, peut-être au point de vue numérique, des saisons qui sont un peu en dents de scie, un peu moyennes, sur l'évolution des joueurs, sur l'évolution d'une manière générale des mentalités et l'objectif final, enfin, dans la vision de l'objectif final qui est de monter en pro, ce qu'on voit, c'est très positif. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Eric, je te remercie pour ce petit podcast bien sympathique. On se retrouvera probablement pour présenter la saison prochaine, peut-être les effectifs, peut-être voilà, les objectifs, les garçons à suivre, ce qu'on aimerait voir ou pas dans certaines équipes, en espérant que la saison prochaine soit vraiment positive. Et bah oui, oui, avec plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de refaire ce podcast avec toi. Et j'en profite pour du coup passer le salut à tous les amoureux des Verts et puis à une prochaine pour un nouveau podcast de Grain Prospect.